avec les coloniales. Vous savez déjà, on aime bien faire des événements, des conférences débats avec des questions un peu piquantes. Voilà. Nous sommes très, très, très heureux et heureuses de vous accueillir ce soir, de vous voir aussi nombreux, pour cette thématique autour de la brutalisation du monde, de la Caraïbe et la Martinique face à la violence des relations internationales. Alors, comme d'habitude, on va avoir un premier temps de présentation. Je vais vous présenter nos discutants, et principalement Fred Constant, qui est professeur des universités en sciences politiques et en diplomatie à l'Université des Antilles, qui est notre invité de ce soir. Et puis, on a à ses côtés Clémence Rimedeau, qui est professeur vacataire à l'Université des Antilles. Je suis désolée, Clémence, je pense que j'avais retenu, mais je vais prendre les notes. Donc, je disais, bon, Clément, diplômé en sciences politiques à Bordeaux et en sociologie politique, c'est aussi un collaborateur parlementaire. Et puis enfin, on ne présente plus le président de la Fabrique des coloniales, M. Zaka Toto, qui est doctorant à l'Université des Antilles en sciences politiques, qui est aussi professeur vacataire, qui est aussi le président de la Fabrique des coloniales, comme je l'ai déjà dit, et le fondateur de la Revue Système. Ensemble, ils vont discuter de cette thématique, et puis après, la parole vous sera donnée, parce que vous savez qu'à la Fabrique des coloniales, on tient à ces moments de discussion et de débat, puisqu'on perd ces espaces de discussion en Martinique et plus généralement dans le monde. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, le tout dans un bon esprit et dans la bienveillance. On nous tient, la politesse, le respect, c'est important, même si on n'est pas d'accord. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, et puis à tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à tous. Je serai très rapide. Donc, Zaka Toto, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir dans notre première conférence à l'Université des Antilles. Nous sommes très honorés d'être présents ici dans un lieu de savoir et de pouvoir justement amener la dynamique que nous avons créée avec la Fabrique à l'université auprès de la société civile, auprès de la communauté universitaire, et notamment des étudiants et des étudiantes. Et nous sommes très honorés pour ce premier moment à l'université d'accueillir notre Fred Constant, qui nous fait l'honneur d'être notre premier conférencier discutant de l'année 2026. Autour de sujets épineux, je pense que vous êtes tous un peu accrochés, soit à la télévision, soit aux réseaux sociaux, par rapport à l'actualité. Les événements s'enchaînent très rapidement. On a toujours de nouvelles, chaque jour, de nouvelles transgressions, pardon. Et donc aujourd'hui, on va essayer de poser un peu les termes du débat, de comprendre ce qui se passe autant que possible dans le temps qui nous est imparti, et d'essayer peut-être de déterminer un peu de sens et peut-être un peu d'espoir pour l'année à venir, on espère les prochaines années. Je passe très rapidement la parole à Fred Constant, et je vous remercie encore d'être venus si nombreux, d'autant plus que d'autres personnes arrivent. J'espère que vous allez passer de bonnes soirées. Merci encore. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de prendre part la reprise du cycle de conférences, je ne sais plus comment le qualifier, de la Fabrique des coloniales. Je connaissais leurs activités depuis leur création, mais c'est la première fois que je suis invité. Il faut croire qu'il en fallait un peu de temps pour se décider, à savoir si j'étais un interlocuteur intéressant ou pas. Et donc, je prends cette invitation avec beaucoup d'intérêt et de plaisir pour une raison plus sérieuse de forme. C'est que j'ai toujours pensé, et je milite dans ce sens dans la mesure du moyen, que la mission impartie aux universitaires n'est pas simplement de produire des connaissances pour les transmettre aux étudiants, c'est aussi de prendre part au débat dans la cité. Or, il se trouve que cette université, si jeune soit-elle, a pleinement joué ce rôle pendant au moins 2 à 3 décennies, enfin je dirais plutôt 2 décennies que 3. À un moment donné, le débat public avait vraiment lieu à l'université, dans l'amphi France-Allemagne, où la société civile se déplaçait en grand. Parfois, on ne pouvait même pas recevoir tout le monde, parce que toutes les grandes questions qui faisaient débat chez nous, eh bien, se discutaient dans cet amphithéâtre. Alors, les temps changent,
les choses évoluent, les réseaux sociaux sont passés par là, ce qu'on appelle la révolution de l'information aussi. L'accès de tous à Internet a en quelque sorte libéré la parole, parfois un peu trop, puisqu'on trouve tout et n'importe quoi sur tout. Ce qui veut dire aussi que notre rôle, nous, d'universitaires, est encore plus ardu, puisqu'il s'agit de donner des éléments qui permettent au public et à nos étudiants singulièrement de pouvoir trier dans cette avalanche continue d'informations de toutes parts. Donc ce soir, dans les limites de l'exercice, nous allons essayer de répondre à quelques questions d'actualité avec nécessaire recul qui sied en pareille circonstance, puisqu'on a parfois tendance, dans les feux de l'actualité, à aller trop vite dans les conclusions. Et quand on replace des éléments d'actualité dans le temps long, on se rend compte finalement que ce à quoi on assiste parfois ne sont que des crispations d'un ordre qu'on pensait trop hâtivement révolu. Donc peut-être que ce soir on aura ces variations. Un mot avant que l'invitateur qui m'accompagne ce soir puisse nous soumettre à la question, puisque c'est un petit peu ce qui m'attend. Un mot sur le titre de cette soirée qui nous réunit, la brutalisation du monde. Alors, c'est moi qui ai proposé ce sujet parce que la famille coloniale aime les titres accrocheurs. Si j'avais formulé un sujet comme on le fait dans ma discipline, je pense que ça leur aurait plu moyennement, puisque ça aurait été trop académique. Or, la brutalisation du monde, même si on ne sait pas d'où ça vient, on entend des mots qui vous tirent d'une certaine expectative. On se demande, tiens, il va se passer quelque chose. Alors, en réalité, derrière une expression qui peut paraître un peu comme ça, en l'emporte-pièce, il y a un néologisme qui a été proposé par un des intellectuels, pour moi, le plus brillant de la fin du XXe siècle, du début du XXe siècle, c'est Achille Mbembe, qui est un collègue camerounais qui enseigne depuis très longtemps en Afrique du Sud, mais qui est également intervenant continu dans plusieurs universités dans le monde. Il a fait le choix de s'implanter en Afrique, et c'est à partir de l'Afrique, du continent africain, qu'il développe une pensée tout à fait passionnante sur le monde et son devenir. C'est à la fois un philosophe et un politologue. Il a cette double formation parce qu'il pense que le savoir n'a de sens que s'il est lié à une normativité, c'est-à-dire qu'on le rapporte à des valeurs. Que l'horizon du savoir n'a de sens que si on le rapporte à une projection, dans une projection normative. Et je pense aussi, personnellement, de plus en plus, c'est peut-être le poids des ans que, comme on le disait quand j'étais encore élève, science sans conscience, science sans valeur, n'est que ruine de l'âme, quelque part. Donc il faut corréler nos connaissances au registre des valeurs, même si naturellement, dans le temps de l'analyse, il faut pouvoir se départir de nos préjugés, de nos partis pris, pour se livrer à des analyses d'une manière tout à fait objective, dans la mesure où nous sommes capables. Voilà ce que je voulais dire en lumière, et je suis vraiment ravi de prendre part à ces échanges. Là aussi, quand j'explique au public, on a opté pour ce système de questions pour éviter que je vous assène un topos trop long et nous sommes en fin de journée. J'ai fait court aujourd'hui en plus. Je suis grippé, donc on va penser que c'était plus fluide comme ça. Je vais tâcher de ramasser mes réponses en quelques phrases pour que ce soit plus dynamique. Et de toute façon, vous aurez un espace pour intervenir. Et c'est mieux comme ça, parce qu'il y aura certainement des choses imparfaites. Vous pourrez même corriger dans le temps que vous échange. Alors, ma première question, elle sera celle-ci, justement celle de notre introduction. Nous avons un certain nombre d'événements qui se sont passés ces derniers mois et semaines. Nous avons des frappes de drones dans la Caraïbe, en principe, en tout cas déclarées comme telles par les États-Unis, comme étant des frappes contre des terroristes du narcotrafic. Nous avons eu donc ce kidnapping, cette capture
du président du Venezuela et de sa femme il y a un mois environ. Nous avons en cours une accentuation du blocus sur Cuba. Quasiment, on pourrait parler aussi un peu de ce qui se passe avec le Groenland, c'est-à-dire une volonté, en tout cas, des déclarations d'annexation du Groenland dans l'océan Arctique. Que se passe-t-il? D'où viennent en fait ces différents événements? Qu'est-ce qui les motive? La question est évidemment vaste, mais je vais la reformuler dans des termes qui me permettent de répondre efficacement, je l'espère. Alors, on va déjà délimiter le périmètre géographique et s'intéresser à notre région. Notre région, ce n'est pas que la Caraïbe, je commence par ça. Ce sont les Amériques. Que ça nous plaise ou non, nous sommes des Américains en réalité. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont confisqué le beau, à défaut de pouvoir confisquer entièrement le continent, qu'ils ont raison. Nous sommes des Américains et l'Amérique est composée à la fois de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Tout ça forme les Amériques. L'un de mes aînés, vous connaissez certainement bien, le disait volontiers, c'est Vincent Placoli, qui était un des premiers à nous avoir proclamé américains. Et bien ce soir, je reprends volontiers cette proclamation pour dire que nous sommes ici en Amérique. Alors ce qui se passe, surtout depuis la réélection du président Trump, son deuxième mandat, c'est ce que j'ai appelé dans votre lieu le retour brutal des États-Unis dans leur sphère d'influence historique. Il y a eu un désengagement relatif à partir du président Obama dans la région, qui était justifié par le fameux basculement stratégique des États-Unis vers l'Indo-Pacifique. Je explique tout ça, c'est parce que pour les États-Unis, le compétiteur stratégique, le seul qui puisse rivaliser avec eux, c'est plus la Fédération de Russie, c'est la Chine populaire. Donc, dans un discours qui est resté, qui a fait date, le discours a été prononcé dans l'Académie de West Point, la plus grande académie militaire aux États-Unis, et il est habituel que le président des États-Unis intervienne quand on fait ce qu'on appelle la revue stratégique. Chaque pays qui sont prescripteurs, font à intervalles réguliers une revue stratégique pour savoir où est la menace, quelle est la parade, quels sont les équipements, quelle programmation, quelle projection. Et au cours de cette revue stratégique, le président Obama, le discours s'appelle The Asian Pivot. Le mot pivot, c'est le même en anglais qu'en français, c'est le pivot vers l'Asie-Pacifique. Et il a expliqué que les États-Unis devaient désormais contenir l'expansion chinoise qu'ils avaient jusque-là sous-estimée. Je rappelle en passant que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont parrainé l'adhésion, enfin la candidature précisément de la Chine populaire à l'OMC. Et que cette stratégie qui avait été mise en œuvre, a été pensée et mise en œuvre par Henry Kissinger, avait pour but d'isoler précisément la Russie et d'éviter qu'il y ait une alliance entre la Chine et la Russie qui aurait pu, encore une fois, poser des problèmes aux États-Unis. Donc, alors, il y avait également un calcul qui n'a pas, enfin un pari qui n'a pas fonctionné dans cette stratégie. C'est que l'entrée de la Chine à l'OMC, qui a donné le coup d'envoi de ce qu'on appelait la mondialisation de l'économie chinoise, l'entrée de l'économie chinoise en mondialité, dans le pari de Kissinger, notamment, devait provoquer des changements politiques intérieurs à la Chine. Autrement dit, ce qu'on appelle la théorie de la convergence.
la convergence des modèles économiques allait entraîner une convergence des modèles politiques. Les Chinois ont pris la logique capitaliste et ils ont laissé le modèle libéral et démocratique. Voilà. Donc, nous sommes à ce moment charnière où les États-Unis, et ça va se traduire concrètement, y compris dans la région, puisque le plus grand commandement militaire qui va être créé sera le commandement de l'Indo-Pacifique, qui est créé au cours du deuxième mandat du président Obama. On crée ce commandement militaire qui est le plus grand de tous les commandements militaires états-uniens. Jusque-là, c'était le commandement atlantique. Et donc, on a cette bascule de la façade atlantique, qu'on appelait l'axe américano-européen, vers un axe qui est franchement indo-pacifique. Cette bascule-là, elle s'est faite progressivement, parce que le président Obama est une personnalité, un président au sens classique du terme, c'est-à-dire qui a universalisé les intérêts particuliers des États-Unis dans cette bascule, sans montrer que la zone des Amériques allait être une zone de second rang sur le plan géopolitique. On a assisté parallèlement à un déclassement relatif de la zone des Amériques. Et ça s'est traduit par quoi? Par le démantèlement d'une grande partie des implantations militaires des États-Unis dans certains pays partenaires, comme à Porto Rico. Si vous allez à Porto Rico, l'île de Vieques, qui accueillait la plus grande base des États-Unis, c'est à partir de cette île-là que tous les raids se faisaient sur les pays d'Amérique centrale. C'était vraiment la plateforme militaire. À partir de là, on défaisait les gouvernements. Il y a un très beau roman, vous savez, que j'aime bien citer, même en sciences sociales, des œuvres de fiction, parce que quand un texte de fiction est réussi, il vaut tous les traités de sociologie. Et le texte qui me vient pour illustrer ce moment-là, c'est un texte de Mario Vargas Llosa, qui s'appelle Tiempos Salvajes, en français Les Temps Sauvages, où justement il montre la collusion des grands groupes économiques, Del Monte, United Food, etc., avec les élites locales et les gouvernements, la CIA étant l'instrument privilégié pour changer le gouvernement quand ceci n'était pas assez docile par rapport aux volontés de ces grands groupes. Donc, on est dans cette bascule, et cette bascule va être utilisée, et c'est ça le grand paradoxe. J'espère que je ne nuance pas trop le tableau, que vous me suivez toujours, va être utilisée par la Chine pour faire une percée dans les Amériques sans précédent. Au moment où je parle, les Chinois sont présents en Amérique latine au point de, je ne dirais pas menacer pour l'instant, mais de talonner les États-Unis dans toute l'Amérique latine. Ils sont présents en Amérique centrale et ils sont présents dans les Caraïbes. Il n'y a pas une institution, un équipement public d'envergure dans la Caraïbe insulaire qui n'ait pas été financé par la Chine au moment où je parle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai documenté ça dans une étude moi-même il y a 5 ou 6 ans, que je peux mettre à jour, mais il y a cette pénétration. Et cette pénétration, elle s'explique tout simplement parce qu'il y avait des engagements. USAID a, avant que le président Trump n'entre en scène, réduit complètement sa volume dans la zone. Ce qui explique aussi la pénétration du narcotrafic. Il faut bien comprendre tous ces éléments-là. Tiennent indépendamment. Quand on les prend isolément, on ne comprend pas la logique des éléments. Mais quand on les met en relation, on comprend la logique qui permet de voler les phénomènes par ailleurs distincts, même spatialement. Voilà. Et donc je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Si, peut-être pour l'assistance, préciser ce que c'est le SAID.
C'est l'agence des États-Unis pour la coopération au développement. C'est l'agence qui n'existe plus pratiquement, puisque le président Trump l'a complètement démantelé. On a licencié l'essentiel des personnels. Je pense qu'il doit rester peut-être, allez, 1 millier d'agents, mais il y en avait pas 16 000 facilement, sans compter les recrues locaux dans chacun des pays dans lesquels l'USAID est implanté. C'est, pour le dire ainsi, le concurrent direct de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est l'équivalent pour la France et qui existe dans centaines de pays dans le monde. Notre réalité est assez payante, même si elle ne dispose pas des moyens financiers de l'USAID. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez fait au départ, d'expliquer le titre, on va aussi peut-être vous laisser expliquer l'illustration. Alors, comme vous le voyez à l'écran, on a repris une caricature qui date de la présidence de Theodore Roosevelt, l'établissement de la doctrine Monroe, je ne vais pas en parler, et on a fait le choix de la détourner. Voilà, on a la détourné donc avec le président Trump actuellement. On a appris là, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, peut-être avant, mais en tout cas moi je l'ai appris aujourd'hui ou hier, la présence du secrétaire d'État Marco Rubio à l'AG de la CARICOM dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut considérer... Aujourd'hui, d'accord. Il est arrivé aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer, face à cette menace, la présidence de Trump comme justement un retour en force des États-Unis sur le théâtre des Amériques d'un point de vue diplomatique? Absolument, et pas que diplomatique, à tout azimut. C'est un retour. Alors, c'est selon, je dirais, la personnalité du président, c'est-à-dire une gesticulation un petit peu désordonnée, mais qui a du sens, parce que au moment où je parle, il y a ce sommet de la CARICOM, au moment en plus où je m'exprime, le sujet des frappes militaires américaines dans la mer des Caraïbes sera évoqué. Et certainement, au moment où je parle, le clivage motelé Kamala, ça doit avoir peu. J'explique tout ça. Il se trouve que si les États-Unis sont aussi présents dans la région, c'est que de tout temps, il y a eu des gouvernements de la Caraïbe qui ont pactisé avec les États-Unis. Le président Trump ne s'embarrasse pas du droit international pour intervenir en que ce soit, c'est clair, mais il est certain que la présidente, la première ministre de Trinidad et Tobago, Kamala Harris, a encouragé les États-Unis à disposer des forces, ce qu'on appelle un groupe naval, dans la mer des Caraïbes. D'ailleurs, ce groupe naval, il est situé au point d'intersection des eaux internationales et des eaux territoriales canadiennes. Or, si vous avez une carte, je ne sais pas si on a, vous voyez la proximité de Trinidad. Donc ça, c'est le dispositif militaire. Il y en a une autre carte avec encore voilà. Là. On voit la proximité, parce que parfois on pense connaître notre géographie, mais on n'en connaît pas. La proximité de Trinidad et du Venezuela. Alors naturellement, les Trinidadiens et les Vénézuéliens le savent, puisque le commerce s'est fait depuis la nuit des temps. Et moi qui ai, par ma famille, des ascendances, des racines vénézuéliennes, je le sais. De tout temps, pour ceux qui l'ignoraient, il y avait tout un système je les appelais les pacoutillages, des marchands itinérantes, qui partaient de l'Amérique du Sud et qui remontaient jusqu'au nord de l'arc des Plémontiques et qui unissaient un petit peu cette population. Bref, pour revenir à mon sujet, il y a cette proximité. Et donc, encore une fois, tant qu'il y aura cette fragmentation politique dans la Caraïbe, c'est ce que je disais à l'instant, enfin, un journaliste qui me dit, on aura du mal à résister à ces pressions extérieures. Et encore une fois, la seule qui a pris la chef de file de la résistance dans la région, c'est une femme, Senia Motley, qui a été brillamment réélue
il y a quelques jours, à la Barbade. Je pense qu'il y a eu presque tous les sièges, je crois, un ou deux sièges. Donc c'est très bien pour l'équilibre de la région. Mais un grand pays à l'échelle de notre région, comme la Jamaïque, son Premier ministre est dans une posture beaucoup plus attentive. Il a déclaré officiellement que son devoir de chef d'État le conduisait à la prudence absolue, parce que son rôle était de préserver sa population et de ne pas l'exposer, et qu'il préférait s'abstenir de prendre position contre les États-Unis plutôt que d'exposer sa population à des représailles. Alors il faut savoir aussi que ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre de la Dominique, Spirit, lui a pris ce qu'on appelle political stance, pris une position forte contre les États-Unis, et le régime des visas a été du jour au lendemain basculé dans ce qu'on appelle le restrictif. C'est-à-dire que c'est au cas par cas qu'on va donner une visa. Or, vous savez, vous ne savez pas, il y a plus de Dominiquais hors de la Dominique, et notamment en Amérique du Nord, que dans l'île. Donc, ce qui crée quand même des problèmes. Et cet argument-là, il fait bouger parce que la migration est une réalité. Toutes nos populations dans la Caraïbe vivent ici et là-bas. Là, une activité de circulation que vous ne pouvez pas imaginer. D'où aussi l'américanisation des esprits, etc. Voilà, c'est moi que j'ai tellement de parenthèses que je ne sais plus. Non, peut-être revenir au début et expliquer un petit peu Doctrine Monroe. La doctrine Monroe, ça renvoie au XIXe siècle. C'est, si vous voulez, dans la projection des États-Unis dans l'hémisphère, la volonté d'exercer un monopole. Ce monopole, c'était de dire aux Européens, restez dans notre zone d'influence, l'Europe aux Européens, l'Amérique, alors c'était aux Américains, mais les Américains, vous avez entendu le raccourci, c'était les États-Unis, comme si le terme n'existait pas. Les États-Unis, ce ne sont pas les Américains. Donc il y a une confiscation, encore une fois, par les États-Unis des Amériques. Mais il y avait une idée derrière la tête, parce que les Américains, les États-Unis, pardon, ont occupé déjà économiquement plusieurs pays. C'est le cas de Cuba. On dit que les Américains, les États-Unis ont joué un rôle essentiel lors de la guerre entre l'Espagne et Cuba, lors de la guerre d'indépendance. Des États-Unis, pour le dire ainsi, ont aidé l'élite créole cubaine à accéder à l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà, ils détenaient déjà les leviers de l'économie. Et ce qui explique aussi, c'est perçu comme une anomalie par beaucoup de gens, l'amendement plate, à cause duquel, devrais-je dire plutôt, il existe cette base militaire états-unienne en plein cœur de Cuba. Ce trouve que j'ai passé un mois à Cuba il y a 2 ans, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Connect Caribbean, et j'ai tout fait pour essayer d'aller à Guantanamo, et je n'ai pas eu l'autorisation d'aller à Guantanamo. Il y a un domassement tout autour. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais qui pourtant en dit long sur l'hégémonie américaine dans la région. Alors, la doctrine Monroe, c'est la projection politique de l'époque par laquelle les États-Unis ont revendiqué avec succès leur hégémonie dans ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental, c'est les Amériques sous l'influence des États-Unis. Et c'est ce à quoi, c'est le retour de cette doctrine à laquelle on assiste avec Trump. À mon avis, la question à se poser, c'est est-ce que c'est une parenthèse
qui va durer le temps du deuxième mandat du président Trump, ou est-ce qu'on entre dans une mutation qui sera durable? Ça, on ne peut pas vraiment répondre à cette question, parce que l'administration Trump, et je cite volontiers son secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, reconnaît que le compétiteur principal des États-Unis reste la Chine. Et donc, il y aura un arbitrage de ce point de vue. Mais la question se pose, est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce qu'il y aura une mutation plus forte? Peut-être que des éléments de réponse se trouvent dans l'alignement idéologique des régimes. Si cet alignement ne menace pas les intérêts des États-Unis, il n'est pas certain qu'il y ait un investissement, en tout cas militaire, important dans la zone. Et pour l'instant, c'est la tendance, il faut pouvoir le dire, que dans la plupart des régimes que nous avons dans la Caraïbe, on est plutôt dans l'alignement, plutôt que dans la contestation, ou dans le désalignement, ou dans le non-alignement. Les pays alors, sont partagés, parce que beaucoup dépendent, par exemple, on n'a pas parlé encore, mais de Cuba. Cuba assure un minimum de services publics sanitaires dans la plupart des pays de la Caraïbe. On ne se rend pas compte quand on vient en Martinique ou en Guadeloupe. Encore que, vous savez, une délégation de médecins cubains était venue pendant le Covid, ici avec beaucoup de difficultés, mais elle était quand même venue. Mais dans la plupart de notre territoire, tous ceux que je connais bien, il y a des campagnes d'opération au niveau ophtalmique, cardiovasculaire, rénal, etc., qui sont organisées par des médecins humains, sans compter ceux qui sont à demeure dans les hôpitaux des pays de la Caraïbe, pour faire tourner ces hôpitaux-là. Donc, malgré ça, les gouvernements sont partagés parce qu'ils craignent les représailles de l'administration américaine. Donc, on a en ce moment une fracture qui réapparaît entre des gouvernements qui sont clairement alignés sur les États-Unis et d'autres qui essaient de résister et qui le font mollement par des représailles pour la population. Je te remercie. En parlant d'ailleurs de la coopération du Cuba avec la région, c'est aussi beaucoup d'étudiants de la Caraïbe en médecine qui vont étudier à Cuba dans les universités cubaines pour justement devenir diplômés à moindre coût. Ça fonctionne dans les deux sens. Et je vois dernièrement le Guatemala a renvoyé sa délégation cubaine. Il faut néanmoins préciser que Cuba n'est plus en mesure, la situation est c'est vraiment dégradé. J'ai des communications régulières avec mes amis cubains. Je peux vous dire que, vous savez, on pense toujours qu'on a touché le fond et puis on descend plus bas. Mais actuellement, je ne donnerai que l'indicateur. En 5 ans, dans 5 ans, la population cubaine a perdu 2 millions d'habitants, de personnes. Et ça, c'est un chiffre officiel. Les autorités cubaines ne luttent plus contre le départ des Cubains, ce qui était le cas pendant des années. Donc on a vraiment une situation. Et on peut retourner la question en se disant, mais quel peut être l'intérêt d'une puissance qui se dit être la première au monde, qui se dit être l'étendard de liberté dans le monde, que de continuer cet acharnement sur un pays, sur un peuple, qui est déjà à genoux. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, c'est ce type de question qu'il faut. Ça signifie aussi, je prolonge une seconde, que la communauté internationale, ceux qui en tiennent lieu, parce que la communauté internationale, c'est souvent, je reprends l'expression que mon collègue Bertrand Batti emploie souvent, elle est souvent réduite aux acquis, c'est-à-dire à la communauté occidentale. Elle ne dit rien.
pratiquement pas regarder quand il s'agit d'autres conflits dans le monde, comment ils se mobilisent. Je ne suis pas en train de faire une hiérarchie entre les périls, mais voyez comment l'engouement qu'a suscité l'invasion, enfin l'invasion c'est pas le terme, mais l'agression militaire russe en Ukraine, parce que ça se passait sur le théâtre européen. Et regardez ce qui se passe dans d'autres parties du monde, et je ne parle pas que dans la Caribéie ici, on pourrait évoquer le continent africain ou d'autres guerres oubliées, où là, on n'en entend pratiquement pas parler ou de manière épisodique. Donc tout ça pour montrer que dans l'espace international, et ce n'est pas nouveau, les États poursuivent leurs intérêts. Et ce à quoi nous assistons, c'est véritablement au retour dans la cruauté des rapports de force qui étaient parfois jusque-là euphémisés, parce qu'ils étaient, je dirais, enrobés dans une rhétorique internationale, celle du droit international, parce qu'il ne faut pas croire que le droit international il est toujours équitable. Il suffit de voir comment l'Organisation des Nations Unies, l'architecture de l'Organisation des Nations Unies, qui subordonne les décisions les plus cruciales à l'accord des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, qui, comme vous le savez, ont le droit de veto, que toutes les réformes du Conseil de sécurité qui ont été proposées ont invariablement échoué, et qu'on ne voit pas comment on s'en sortira dans l'avenir, en tout cas à court terme, pour que les Nations Unies, qui ne sont pas pour autant portion congrue, heureusement que les Nations Unies existent, mais ce qui serait souhaitable, c'est que la Charte des Nations Unies, qui prohibe le recours à la violence pour régler les différends entre les États, puisse avoir quelque consistance en pratique. Or, nous constatons, conflit après conflit, que, comme le dit d'ailleurs sans phare le président Trump, le droit international, c'est l'arme des faibles. C'est l'arme des faibles. Pour qu'un président le dise publiquement, même s'il est ce qu'il est, c'est qu'encore une fois, vous savez, la parole du fou est toujours censée. C'est qu'il y a un environnement qui fait qu'on peut dire ce genre de choses. Parce que ça veut dire aussi que ceux qui prennent la peine de s'entourer de cette rhétorique des droits de l'homme, cette rhétorique internationale, pratiquent le double standard. Et quand vous pratiquez le double standard, vous videz sa substance. L'instrument juridique que vous brandissez quand vous êtes en situation de faiblesse. C'est tout ça qui nous revient en pleine figure en ce moment. Et ce qui explique aussi qu'il y a des tentatives des pays, ce qu'on appelle le Sud global, de créer des alternatives à l'ONU. Alors vous avez vu que le président Trump a créé quelque chose qui est extravagant, c'est Board of Peace, le Conseil de la paix, en plus le Conseil de la paix avec 18 membres. Vous avez vu l'alignement politique des pays qui ont souscrit à ce Conseil de la paix qui a tenu sa première réunion la semaine dernière. Et donc, autour des BRICS, et en particulier du président du Brésil, il y a une tentative de créer une alternative, mais qui pour l'instant ne prend pas, pour plein de raisons. Quels sont les freins? Parce qu'il n'y a pas de unité. Parce que la situation à la conjoncture internationale fait que chaque pays essaie de trouver, moi je veux dire ça, un jeu d'alliance qui puisse le soustraire des rapports de force qui nous sont les plus défavorables. Et par définition, ce jeu d'alliance, il est mobile, il est variable, parce que la situation elle-même, elle est fluide. Quand vous avez des grandes alliances comme l'OTAN qui subissent des chocs, comme celui d'une intervention conditionnelle des États-Unis, qui sont quand même le parapluie de l'OTAN. Quand l'article 5
n'est plus de mise et de la bouche même du président des États-Unis qui dit que notre intervention ne serait pas automatique si un pays de l'OTAN était attaqué, ça crée quand même une certaine panique dans les rangs. D'autant plus que le seul pôle qui aurait pu proposer une alternative, l'Union européenne, est peut-être donc un grand espace économique, mais pour l'instant, c'est encore un nerf géopolitique. Le potentiel est là. Vous savez que notre président est de ceux qui est le plus allant pour que l'Europe ait une autonomie stratégique. Mais pour l'instant, c'est pas un ordre du jour. Il suffit de prendre un paramètre. Vous avez 27 armées. L'armée la plus puissante, c'est l'armée française. Déjà, je vais vous dire. Non, c'est pas péjoratif de la bouche. C'est simplement que la seule autre armée qui est équivalente à l'armée française, c'est l'armée britannique. Les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Donc c'est l'armée française qui est en première ligne. C'est la seule qui détient l'arme atomique. Mais nous sommes aussi le pays qui a réduit ses ogives nucléaires lors de la détente. Il faut savoir qu'on a un nombre d'ogives qui a été réduit. Mais ça c'est bien, parce qu'il faut dire qu'on a joué le jeu du désarmement nucléaire. Et quand vous regardez les autres armées, l'équipement de ces armées, il est à dominante états-unienne. Ce qui veut dire que là aussi, nous sommes dépendants des États-Unis. Dassault, qui est pourtant un constructeur d'armes important, Dassault n'a pas été préféré. Ce sont les F-35 états-uniens qui équipent la plupart des flottes aériennes des pays membres de l'Union. Même les Allemands achètent là en ce moment, puisqu'ils remontent en puissance l'armée. Là aussi, ça a créé un débat. Pourquoi l'Europe est un même géopolitique? Parce que la question du préarmement de l'Allemagne était ouverte. Beaucoup de pays, dont la France, étaient réticents à ce qu'on autorise le réarmement de l'Allemagne. Or, on ne peut pas penser à ce que l'Europe devienne un pôle géopolitique si on fait l'économie de l'Allemagne, à tout point de vue. Vous savez que l'armée, l'épée, ce qu'on appelle en termes militaires, n'a de sens que s'il y a une économie derrière. Pourquoi la voix de la France est démonétisée relativement sur la scène internationale? C'est parce que nous n'avons pas d'économie, elle n'est pas adossée à une économie puissante. Et le problème, c'était que l'Allemagne, qui était adossée à une économie puissante, n'avait pas de projection politique. Et ce que la crainte pour la France, c'est que le réarmement de l'Allemagne réarme le pays au plan politique aussi, et qu'il y ait une émancipation politique de l'Allemagne par rapport à la France. Jusqu'ici, vous savez que c'était le leitmotiv du général de Gaulle. Il fallait faire la paix et ensuite, avec les Allemands, construire l'Europe. Là, il y avait une vision. C'est l'époque où les présidents de la République avaient encore une vision. Le dernier qu'il avait eu en France, c'était François Mitterrand. Il avait prophétisé lui-même. Et ce n'est pas un jugement de valeur, malheureusement, c'est un constat huissier. Après, on a eu des gens qui faisaient de la gestion à courte vue. Voilà. Dans le cas de Cuba, par exemple, puisque tu parles des conditions actuelles, ceux qui ont encore empiré, quel rôle peut jouer, par exemple, la France ou l'Europe dans ce qui se passe actuellement? Si je devais répondre à cette question, il se trouve que j'étais dans l'avion de François Hollande, quand il a fait sa visite à Cuba, puisque j'étais en fonction, et que François Hollande était acquis à ce que l'Union européenne puisse dégeler son aide, parce que vous ne savez pas que l'aide de l'Union européenne étant une grande bailleur de fonds
en aide bilatérale dans la région était gelé parce que on estimait que les droits de l'homme à Cuba étaient un sujet, que les libertés publiques n'étaient pas respectées, qu'il y avait trop de prisonniers politiques, etc., etc. Et donc, jusqu'à présent, malgré la situation, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que l'Union européenne développe ce qu'on appelle la partie humanitaire. Mais cette partie humanitaire, ça ne suffit pas. Je pense que là, on pourrait avoir une diplomatie européenne beaucoup plus offensive, mais ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que la priorité de la diplomatie européenne, c'est malheureux de le dire, mais c'est pas Cuba. C'est l'Ukraine. C'est ça la réalité. J'ai aucun plaisir à dire ça. Peut-être que si j'avais des ex-collègues dans l'amphi, ils le contesteraient. Mais on a le même processus. Moi, j'ai passé suffisamment d'années au Quai d'Orsay pour savoir que notre région n'intéresse pas. C'est une réalité. Dans les arbitrages, c'est quand on a préparé le déplacement du président Hollande dans la région, ça faisait combien d'années qu'il n'avait pas été président dans les Caraïbes? Il s'est rendu en Haïti, à Cuba, et puis il est venu à la Martinique, c'était pour un sommet préparatoire à la COP 21. Et puis il a fait une quatrième escale, j'oublie, dans un pays. Mais c'est le conseil diplomatique, le président qui a imposé au Quai d'Orsay, malgré l'effet levier qu'il essaie de jouer dans la précédente fonction, pour qu'il se déplace en Haïti. La question c'était, mais qu'est-ce qu'on va faire en Haïti? Alors que si la France n'avait pas déserté la zone, elle aurait pu être en position de France aujourd'hui. Et pour une bonne cause. Tout ça, et le cible, c'est qu'on a baissé la voilure de notre ambassade en Haïti, ça faut le savoir aussi. Et on a ouvert une ambassade de où, là, quand même, récemment, au Guyana. Et pourquoi a-t-on ouvert une ambassade de Guyana à votre avis? C'est parce qu'on a découvert un gisement de pétrole et de gaz combiné qui est un des plus grands dans la région, qui sera sans doute certainement exploité. Alors, hier, j'aurais pu dire conjointement avec le Venezuela, et aujourd'hui, ça va être conjointement avec les États-Unis. Voilà le type c'est malheureux de le dire aussi crûment, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est loin des grandes théories, des grandes projections doctrinales. Et c'est parce qu'à un moment donné, vous gérez dans une urgence, et l'urgence n'est pas la région. Alors, justement, pour rebondir sur les intérêts, on va dire, de pur financier, vous parliez tout à l'heure de se demander qu'est-ce qui pourrait pousser à un État de mettre un bloc qui est déjà à genoux ou encore plus bactère. Est-ce que, alors je réfléchis un peu à votre, c'est une idée qui m'est venue pendant que vous écoutez, est-ce que justement avec la diplomatie des États-Unis actuellement, on entend qu'un certain nombre de grands investisseurs vis-à-vis du Groenland avaient déjà des intérêts privés, quand on entend que Trump a des grandes discussions avec notamment le grand lobby pétrolier concernant le Venezuela, est-ce qu'on est en train de passer d'une diplomatie d'État à une diplomatie d'entreprise et que Trump serait en fait quelque part le fer de lance en mettant l'armée américaine et les intérêts d'État américains au service des grandes entreprises américaines, et donc les intérêts ne viendraient que sur les terres rares, le pétrole, l'industrie du tourisme par exemple à Cuba. On voit un petit peu avec la Board of Peace aussi à Gaza, on voit bien que le projet est un projet qui est de faire un nouveau Dubaï. Est-ce qu'aujourd'hui les intérêts des États et notamment des États-Unis sont moins géopolitiques, militaires que purement économiques et d'enrichissement des grandes entreprises? Tout est lié, mais ce n'est pas nouveau. Tous les pays, y compris la France, quand le président se déplace dans son avion, vous avez une moitié
d'hommes d'affaires. Tous les pays font ça, c'est pas nouveau. La diplomatie économique, on a inventé l'expression, mais la réalité existait de longue date. Alors il est certain que la projection internationale des intérêts des États-Unis se fait aussi dans le champ économique. C'est sûr. Vous avez en plus un président qui est un homme d'affaires. Et vous savez, c'est pas le premier homme d'affaires président des États-Unis. Mais la différence avec les autres, c'est que Donald Trump, lui, il pense qu'il est toujours homme d'affaires. Alors qu'il est devenu président de son pays, alors qu'un autre, je suis de volonté, Carter, Jimmy Carter était un homme d'affaires. Simplement, quand il a été président, il a mis de côté son logiciel d'homme d'affaires pour essayer de propulser un agenda différent. Ce qui n'est pas le cas du président Trump. C'est sûr que l'extractivisme, qui est typiquement associé à l'impérialisme des États-Unis dans la région, est un nouveau à l'heure du jour. Sauf que ce que le président Trump ne pouvait pas anticiper, et autant que vous le sachiez, c'est que les compagnies, les majors américaines ne se bousculent pas pour reprendre l'exploitation des grands gisements au Venezuela. Parce qu'il y a un tel investissement pour remettre les infrastructures en état. En plus, c'est du brut lourd. Il faut savoir que le processus pour raffiner ce type de pétrole est très long, coûteux, parce que c'est ce qu'on appelle du pétrole bitumineux, ce qui veut dire qu'il a par opposition au pétrole qu'on trouve en mer du Nord, il est beaucoup plus lourd. C'est pour cela, entre parenthèses, qu'on ne peut pas nous l'utiliser ici en Martinique, au contraire de ceux qui pensent que la décision de la Martinique, le CARICOM, allait changer la face du monde, la face de notre monde. C'est parce qu'on a des normes pour les moteurs que nous utilisons dans les voitures qui sont des moteurs labellisés Union européenne et on ne peut pas utiliser. Donc techniquement, on pourrait, mais ça supposerait des investissements très lourds en matière pour raffiner le pétrole. Donc c'est tout ça qui conduit, encore une fois, le président des États-Unis. Il y a toujours derrière ces décisions des intérêts économiques, des arrière-pensées économiques. Mais encore une fois, cela n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière brutale, d'où le titre de cette rencontre de ce soir, par laquelle cela se fait. Pour le dire en termes académiques, ce qui a changé, ce sont les termes de la diplomatie publique. La diplomatie publique, c'est tout simplement la manière dont un pays projette ses intérêts dans un narratif. Le narratif est brutal parce que le président Trump, maintenant, c'est public. Je ne sais pas si vous avez vu le petit essai qui a été écrit par un haut fonctionnaire qui a travaillé dans Trump le premier mandat. Is an adult in the room, y a-t-il un adulte dans la pièce? Et il explique vraiment que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de lire une note de 3 pages. Et donc, ça tranche avec ses prédécesseurs, parce que le job d'un président, et c'est là aussi pour le nôtre, c'est de passer son temps à lire des notes qui sont préparées par son staff sur tous les sujets. Alors, il faut avoir une agilité intellectuelle pour passer d'un à l'autre. Et le rôle d'un président, c'est ça, il passe son temps fou à lire des notes sur toute espèce de sujet. Où on prémâche les différentes options et il doit rentrer parfois des options qui sont prémâchées. Ce qui veut dire aussi, au passage, et c'est ce qui m'a toujours impressionné quand j'ai approché ce monde, en tout cas dans son volet français, quand on voit comment fonctionne l'Élysée, comme le Chine, c'est que ceux qui préparent les décisions n'ont aucune espèce de légitimité pour le faire. Et quand je parle de légitimité ici, je dis de légitimité démocratique. Et c'est fascinant de voir le pouvoir de ces hommes en gris, comme je les appelle, qui préparent, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, des décisions, d'où le fait des théories de la technostructure, etc. Ce qu'on appelle dans le versant atlantique, le deep state, justement, c'est ces hommes gris qui préparent. Donc vous avez une variante
mais pas de changement de pratique. Et Trump, de mon point de vue, de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'analyse, de ce que j'entends, il est dans la continuité pure de la politique des États-Unis dans l'hémisphère. Seul le style change, l'intensité, la brutalité, mais on est dans la continuité. Parce que le trait d'union, ce sont les intérêts des États-Unis. C'est la recherche d'une plus grande puissance et d'une plus grande prospérité. Ces trois mots, c'était les trois mots clés du discours que le président Trump a prononcé lors de sa prise de fonction. Après avoir prêté serment, le premier discours au Congrès, le 30 mai, c'était ça. L'Amérique, d'ailleurs, c'est dans la plateforme idéologique de MAGA. Vous savez que MAGA, en plus, MAGA n'existe pas en tant que tel. MAGA, c'est Heritage Foundation. C'est un think tank très puissant qui est financé par, je les appelle moi, avec un sourire, les oligarques américains, les oligarques états-uniens, parce qu'on les voit de l'autre côté, dans le bloc de l'Est, on va dire ainsi, mais on oublie qu'il y en a aussi dans le bloc de l'Ouest, les oligarques. Et c'est eux qui financent la feuille de route de Trump. C'est une feuille de route néo-conservatrice américaine, tout ça est écrit. Lisez ce que Peter Thiel publie et vous aurez une idée de la puissance de ces groupes. Des gens de la Silicon Valley, des think tanks qui réfléchissent à l'hégémonie, non pas des États-Unis en tant que tels, je dirais d'un capitalisme 2.0. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette volonté de puissance, il y a une volonté comment je vais dire ça, de dépolitiser les rapports de domination à l'aide des outils numériques. Et certainement que l'intelligence artificielle va jouer un rôle qu'on a du mal pour l'instant à imaginer dans cette projection des rapports de puissance. Et ce n'est pas étonnant que les deux pays qui se disputent le leadership mondial, la Chine et les États-Unis, sont les plus avancés dans ce domaine. Et la Chine, pour une partie de l'intelligence artificielle, devance les États-Unis. Ça, il faut le savoir aussi. On va resserrer un peu la focale, peut-être sur notre petite île dans ces grands jeux. Et d'abord, peut-être par une question. On a monté de la violence depuis 2 ans, environ quelques années, on va dire, en Martinique et en Guadeloupe, en Guyane aussi notamment, qui est liée donc au narcotrafic, mais qui est liée aussi à une circulation d'armes qui sont pour plus de 90% produites et vendues depuis les États-Unis. Quelle perspective, en fait, pour contrôler cette violence, étant donné, vu tout ce que tu viens de décrire depuis presque 1 heure, montre que cet acteur, on ne peut pas négocier peut-être avec lui, on ne peut pas faire de proposition. La France ou l'Union européenne ne jouent pas le rôle de contrepoids. Est-ce que nous faisons face à une fatalité, finalement, face à cette violence qui découle, d'une manière ou d'une autre, du poids des États-Unis dans la région? Il y a, dans ce domaine comme dans d'autres, aucune fatalité. Tous les phénomènes sociopolitiques, par définition, sont sujets à un changement, à modification. Mais il faut réunir un certain nombre de paramètres pour pouvoir peser sur ces phénomènes. Dans notre région, il est certain que s'il n'y a pas une plus grande unité des pays de la Caroline, notamment au sein des organisations régionales, qui peuvent jouer un rôle beaucoup plus important que ce qu'on imagine, tant qu'il n'y aura pas cette unité, moi je ne vois pas comment on pourra opposer une réponse collective efficace. La solution, elle n'est pas à l'échelle des États pris individuellement. On voit bien qu'il y a une perméabilité de l'espace telle que les États ne sont pas en mesure de faire face.
Il faut bien comprendre que les forces à l'œuvre, ces cartels qui sont latino-américains, sont plus puissants que les États pris individuellement. Voilà, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Michael Griffith, qui est un Guyane britannique, qui est spécialiste de ces questions-là, qui a écrit un ouvrage vraiment qui est réédité, Caribbean on the Siege, la Caribbean en état de siège, et c'est parce que ça a poussé les narcotrafics. Mais ça fait 30 ans que c'est un processus, c'est pas récent, encore une fois, hein, de perdre la vie. Ce qui est nouveau, c'est que des territoires comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane soient atteints alors qu'ils étaient jusque-là épargnés, ça c'est lié aux routes, etc. Mais c'est les narcos latino-américains. En priorité, les cartels colombiens, les cartels mexicains, et à moindre mesure boliviens, mais Mexique, Colombie. Et voler, ils ont besoin de voler. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de codes d'influx dans les différentes îles. Trinidad est déchiré depuis 4-5 ans par une guerre des gangs, mais tous ceux qui connaissent Trinidad se disent c'est pas possible. Vous savez que Trinidad, l'année dernière, a eu pendant 6 mois un state of emergency. Pendant 6 mois, c'était inimaginable. Personne ne comprenait qu'on ne pouvait plus. Alors, vous savez que la traduction c'est after hours, ça time for line. Il a promis votre verre. Les gens ne pouvaient plus faire ça parce qu'ils pouvaient avoir des balles, etc. Et c'est des gens qui se battaient pour avoir le marché, justement, de rebond, ce qu'on appelle le marché de rebond, de ces cartels. Enfin, ces cartels n'engagent plus d'hommes dans la distribution, dans ce qu'on appelle pas le délestage, la redistribution, c'est pas le terme que je vais chercher, mais c'est pas grave, de la drogue. Donc eux, il faut acheminer la drogue en quantité importante, et ensuite ils ont besoin de redistribution, et ils utilisent la petite délinquance de chaque ville, avec 2 ou 3 hommes de même du cartel pour mener ces opérations-là. Ici, c'est assez documenté, hein. Vous savez, les gens de face, tout ça, ont documenté cela depuis longtemps. Et la réponse commence à monter en puissance parce que les autorités françaises ont pris la mesure du phénomène. Mais on a mis du temps à prendre la mesure de ce phénomène. Entre-temps, comme il vient d'être rappelé, nos sociétés ont été, elles aussi, saisies par ce phénomène d'armement. Il y a ceux, parce que c'est facile de commander les armes, vous savez, en ligne. Tout simplement, vous recevez votre armement par exemple par les FedEx ou compagnie. Donc, tant qu'on n'aura pas contrôlé ça aussi, mais le contrôle sera difficile, parce que le commerce des armes aux États-Unis, il est libre. Pour ceux qui ont exportation, et pour une certaine type d'armes, naturellement. Mais c'est une industrie très puissante aux États-Unis. L'un des lobbies les plus puissants, National Rifle Association, il faut voir, c'est un petit État dans l'État. Donc là aussi, c'est un rapport de force qui est défavorable aux petits États. Et les petits États, à mon sens, ils ont une carte à jouer. Cette carte est efficace, elle suppose l'unité. Voilà. Et donc je ne renonce pas à ce qui est pas une unité absolue, mais une unité relative. Parce que le leadership de Nia Motley est vraiment important. Elle a une influence sur beaucoup d'autres leaders. Et je pense qu'il y aura peut-être, on verra ça dans ce qui sortira de cette réunion du CARICOM, mais il y aura peut-être des décisions qui seront prises. Alors, Marco Rubio, on verra bien ce qu'il va annoncer. Il faut savoir que Marco Rubio, qui est le fils d'immigrés cubains installés en Floride, qui a été au Sénat des États-Unis, l'un des fers de lance, Marco Rubio, donc d'un réengagement des États-Unis dans les Amériques. C'est un des premiers à avoir alerté
des administrations américaines de l'époque sur de la pénétration de la Chine dans la Caraïbe, sans grand succès. Lisez ce qu'on appelle les blueprints, c'est-à-dire la partie publique des délibérations de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, qui n'a rien à voir avec la Commission des Affaires étrangères du Sénat français et de l'Assemblée nationale française. C'est une commission très puissante en termes d'investigation, parce qu'elle a son volet de renseignement aussi fort. Et donc, vous voyez combien il s'est engagé pour ça. Alors, est-ce qu'il va donner au gouvernement des éléments pour les rassurer quant au rôle des États-Unis dans la zone? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, en revanche, c'est qu'il pousse le président des États-Unis à provoquer un changement de régime à Cuba. Et à ce point, moi je pense, à ce stade de mon exprimé, ce que j'ai envie de vous dire, ce ne serait pas du tout une réflexion scientifique. Moi je pense qu'il y a dans les rapports entre Cuba et les États-Unis quelque chose qui relève d'un complexe historique d'avoir eu un petit État qui a tenu tête à la première puissance mondiale et qui a tenu tête, y compris sur le plan militaire, parce qu'on a envie de dire que la baie des Cochons, c'était quand même des groupes qui étaient entraînés par les États-Unis, équipés par les États-Unis et pilotés par les États-Unis. Et ça a été un échec retentissant. Donc, et puis la crise des fusées, etc. Je passe ces autres épisodes. Donc ça, même le président Obama, qui a été le plus loin dans l'ouverture de l'administration états-unienne à l'égard de Cuba, n'oubliez pas, d'ailleurs c'est le seul qui a fait le déplacement à Cuba, les paroles « Somos todos americanos », c'est le seul avant ça. Ce sont que quelques mots, mais ça veut dire quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Vous n'avez pas oublié la séquence, c'est que le Congrès ne lui a jamais donné les moyens, dans ce domaine aussi, parce qu'il y a eu d'autres éléments de la politique, cette fois-ci intérieure du président Obama, et je pense notamment à Obamacare, où le Congrès n'a jamais donné les moyens, c'est le Congrès. Le président des États-Unis, tout puissant puisse-t-il paraître, a moins de pouvoir propre que le président sous la Cinquième République de la France. Ça, il faut le savoir aussi. C'est le Congrès qui détient l'essentiel de ce pouvoir. Donc tout ça explique l'état de notre Caraïbe face à des relations internationales, encore une fois, qui ne sont pas, c'est faux de dire plus brutales qu'elles n'étaient dans le passé. C'est faux parce que dans notre région, il y a toujours eu des interventions militaires, il y a toujours eu ce que j'appelle une rhétorique de l'intimidation, des luttes d'influence. C'est pas parce qu'il n'y avait pas, comme on dit, de boots on ground, c'est l'expression qu'on voit pour des soldats sur le terrain, qu'il n'y avait pas de données violentes. Et la violence symbolique, c'est une violence. Les pressions, par exemple, je prends un pays que je connais relativement bien, la République dominicaine, quand vous avez un ambassadeur qui, on nous appelle le visiteur du soir, a un rendez-vous hebdomadaire avec le président du pays pour transmettre des consignes du département d'État, c'est une violence, ça aussi. Eh bien, ça existe. Ça existe. Parce qu'il y avait, eh bien, ce pays, je parle de la République dominicaine, qui a signé un accord avec la Chine, c'était un signal du désengagement des États-Unis à l'époque. Et le nouveau président, lui, il a mis un terme à cet accord avec la Chine, Abinader. Donc, vous voyez, les pressions existent. Et même quand elles ne débouchent pas sur les engagements militaires, ça ne veut pas dire que les rapports de force ne sont pas là. Donc, dans l'espace international, peut-être malheureux le concitoyen peut avoir le constaté, mais
les relations se font toujours à l'ombre du recours à la violence. C'est une réalité. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Pendant qu'on prend les questions, j'aurais juste, c'est un petit peu moi le facteur iconoclaste de la fabrique de temps en temps. Une question finale, le temps qu'on prenne les questions et qu'on aille donner les micros. Demain, on vote. Dans 5 ans, la Martinique est indépendante. On a notre propre département d'État, notre propre ministère des Affaires étrangères à monter. Alors, il y a un département, un master diplomatie internationale qui est en discussion, je crois, à l'UA, je ne sais pas, je suis pas dans les petits papiers. Vous, en tant qu'ancien diplomate et expert de ces sujets, c'est quoi vos conseils, peut-être aux étudiants qui sont ici, pour que demain, on ait une diplomatie martiniquaise qui ait conscience de tout ça et qui fonctionne bien? Et on va ensuite voir les questions. C'est bon? Super. Oui, je pense qu'il ne faut pas attendre l'hypothèse d'une Martinique souveraine pour ça. Je crois que l'action extérieure de la Martinique, qui existe déjà, suppose une équipe de diplomates chevronnés. De ce que je sais de la direction en charge de la coopération internationale de la CTM, je pense qu'elle est sous-dimensionnée, mais largement, très largement. Ce qui fait la qualité d'une projection internationale d'un pays, c'est la qualité de sa diplomatie, mais aussi la clairvoyance des gouvernements qui supervisent la politique étrangère. La diplomatie, c'est un outil. Il ne faut pas oublier que la politique étrangère, c'est l'orientation politique que la diplomatie a pour mission de mettre en œuvre. Donc, ce qu'il faut accélérer, c'est la formation, non pas d'une équipe simplement, mais d'une génération de diplomates martiniquaises. Il y en a certains, au moment où je parle, qui se trouvent au Quai d'Orsay, des jeunes, et dont une qui est passée par une formation que nous avons ici, qui s'appelle, la formation c'est la FIFCA, et l'étudiante en question, elle s'appelle Alexandra Mengue. Elle est contractuelle, mais bon, je vous souhaite de réussir au concours, donc elle en a une, donc il faut absolument, c'est indispensable. Et plus largement, la qualité de la défense des intérêts des petits États dans le monde dépend et repose en grande partie sur l'efficacité de la diplomatie. Si vous avez une diplomatie efficace, agile, rapide, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Ça, c'est un métier, vous savez, je suis bien placé pour le savoir. Moi qui ai débarqué dans ce milieu sans formation au départ, j'ai dû apprendre l'abécédaire du métier. Vous savez, j'ai passé suffisamment d'années et un gravissant tous les échelons qui mènent jusqu'aux fonctions qui sont les plus élevées au Quai d'Orsay, puisque la carrière diplomatique à la française, ça ne marche pas dans toute une diplomatie comme ça. La fonction d'ambassadeur est au sommet. Il y a des diplomaties, ça ne marche pas comme ça. On peut être au sommet de la pyramide sans être ambassadeur. Mais en France, ça n'existe pas. Il faut absolument. Alors, nous allons prendre vos questions. N'hésitez pas à lever la main on prend combien de questions. Bonsoir. Une question à propos de la réaction de la Chine. Tout à l'heure, tu disais que les Chinois étaient implantés, précisément du fait de ce basculement vers l'Indo-Pacifique des États-Unis. Entre-temps, ils avaient pris pied, qu'il n'y avait pas un équipement qui était financé en partie par les Chinois, par la Chine. Comment la Chine réagit à cette présence, disons, importante désormais des États-Unis et ce retour de la doctrine Monroe? Quelle forme ça prend? Alors, officiellement, enfin, la diplomatie publique chinoise, elle, ne réagit pas autrement qu'en s'appuyant sur le droit international. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez noté, je n'invente rien, c'est vérifiable, la Chine a émis un certain nombre de communiqués pour désapprouver
l'opération militaire Absolute Resolve qui a été conduite par les États-Unis au Venezuela. La Chine, de même, a désapprouvé le durcissement de l'embargo des États-Unis à Cuba. La Chine prend ce type de mesures. Dans les pays dans lesquels elle est implantée, elle maintient ses positions, mais sans aller au-delà. Pourquoi? Parce que la Chine n'a jamais voulu concurrencer directement les États-Unis dans sa zone d'influence historique. Mais en tant que puissance systémique, elle estime qu'elle doit être présente partout. Ça remonte, cette affirmation de la Chine à parité stratégique avec les États-Unis, c'est du langage un peu des états-majors militaires, je vais expliquer. Ça remonte à quelques années quand le président Xi Jinping, pour la première fois, lors de l'anniversaire du Parti communiste chinois, n'oubliez pas qu'en Chine, ce n'est pas un État-parti, c'est un parti-État. C'est le parti qui tient l'État et non pas l'inverse. Donc c'est l'événement annuel le plus important, c'est quand il y a le congrès du parti. Et à ce congrès, pour la première fois, la Chine a abandonné sa posture antérieure qui avait été fixée par Deng Xiaoping de neutralité, pas de neutralité, pardon, de prudence stratégique. La posture de la Chine actuellement, c'est de parité stratégique. Parité stratégique avec les États-Unis. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous pouvons vous concurrencer sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans. Nous sommes votre compétiteur stratégique unique. Et la rhétorique chinoise était terrible. Je cite de mémoire un extrait du discours du numéro 1 chinois, Xi Jinping. Le temps où on dictait à la Chine ce qu'elle devait penser et faire est révolu. Et ceux qui s'aventureraient à se mettre en travers, c'est littéral, de la trajectoire de la Chine, se heurteraient à une muraille de fer. Dans la rhétorique du Parti communiste chinois, la muraille de fer, c'est le peuple en marche. Donc, on peut penser que c'est de la rhétorique de l'intimidation, mais ça veut dire aussi que l'équipement militaire chinois, quantitativement, est aujourd'hui supérieur à celui des États-Unis. L'avance que les États-Unis ont, c'est dans ce qu'on appelle l'interopérabilité des armées, c'est-à-dire comment, sur un théâtre donné, tirer parti de tous les équipements mobilisables en terre, en mer, dans l'air, dans l'espace et dans le cyber. La guerre se fait dans ces 5 dimensions et non plus seulement dans les 3 premières, qu'on appelait la guerre conventionnelle. La guerre hybride est devenue le lot commun des affrontements qui ont cours sous nos yeux, qu'on en ait conscience ou non. Ne croyez pas que c'est que le théâtre russo-ukrainien qui monopolise la panoplie de ces armements. Ça se passe sous d'autres latitudes possibles. Nous allons prendre la question suivante. Bonsoir, merci pour cette belle conférence. 2 questions en fait. Quel est le rôle des théories militaires? On sait par exemple que la doctrine Monroe a été prolongée par la doctrine de Mao. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a de nouvelles théories? Est-ce que c'est remis au bout du jour en fait, ces théories de Mao? Et puis deuxième question, c'est quid des
des théories raciales qui sous-tendent toutes ces doctrines, Big Stick, doctrine Monroe, parce qu'on sait que les États-Unis, l'intervention des États-Unis aussi à Cuba avait un caractère racial, d'aller blanchir un peu Cuba aussi. Donc c'est un peu les deux questions que je voudrais vous poser. Alors, il y a deux registres qu'il faut séparer. Tout d'abord, la réflexion stratégique qui se rapporte à ce qu'on appelle la maritimisation du monde, c'est-à-dire la prise de conscience de l'importance capitale du contrôle des routes maritimes pour exercer une influence dans le monde. Ça, il est certain que ça a été amplifié par le phénomène de la mondialisation. 90% des flux commerciaux dans le monde passent par la voie maritime. Et l'un des engagements des États-Unis, mais ce n'est pas que les États-Unis, c'est des pays occidentaux, c'est de garantir la libre circulation, la libre navigation dans toutes les voies qui sont névralgiques pour la circulation, pour le commerce mondial. Donc il est certain que le contrôle des voies de navigation, notamment des goulots d'étranglement comme le détroit d'Ormuz par exemple, est capital pour les grandes puissances. Ça c'est évident et ça va être renforcé. D'où l'enjeu que constitue aussi pour les États-Unis la question de Taïwan et du contrôle de la mer de Chine. Vous savez que c'est un autre hotspot, comme on dit en géopolitique, où se jouait justement l'affrontement entre les États-Unis et la Chine populaire. Donc tous ces espaces sont importants. Pour vous donner une idée de leur importance, les États-Unis, à eux seuls, disposent de plus de milliers de bases offshore. Ce qui veut dire que leur dispositif dans le monde est très étendu. Et ce dispositif, il a une vocation, leur permettre d'avoir un contrôle sur les voies de navigation dans le monde. Mais à cela, la Chine a réagi. Les nouvelles routes de la soie, ce n'est rien d'autre que la réponse chinoise à ce maillage territorial, y compris maritime, des États-Unis. Et le projet, donc, le route de la soie qui est en expansion depuis maintenant une dizaine d'années, et il a pour but de construire, en les liant, en les nouant, en les réunissant, 1700 infrastructures aéroportuaires pour permettre à la Chine d'acheminer ses biens de production à travers le monde de manière sécurisée, mais aussi, dans l'autre sens, de sécuriser ses approvisionnements pour sa population. Avoir plus d'1 milliard, 1,4 milliard d'habitants, ça suppose d'avoir un dispositif d'approvisionnement de taille mondiale. Ça a l'air de rien comme ça, c'est pour ça que la Chine est le pays qui a le plus de rachat de licences de pêche, par exemple, dans le monde, y compris dans notre région, parce qu'il faut arriver à produire suffisamment de poissons, enfin de protéines pour la population. Donc, vous voyez, tout ça est lié. Alors, avant madame, nous avons une question. Ah, il y avait eu la question, pardon, j'ai oublié, de racialisation. Alors ça, c'est plus un enjeu de politique intérieure. Aux États-Unis, il faut en parler, je ne cherchais pas l'idée. Il est certain que vous avez ce mouvement qui est pour l'instant un peu confidentiel, mais je dis confidentiel, c'est-à-dire qu'à l'échelle des États-Unis, il n'est pas très important, mais c'est Keep US White, qui a son équivalent d'ailleurs au Royaume-Uni, juste en ce moment d'ailleurs. Vous savez que en Europe fleurissent malheureusement, mais c'est un phénomène qui s'impose à nous,
des populismes. Certains sont racialisés, d'autres le sont moins. Mais il y a ce mouvement en Royaume-Uni qui s'appelle Keep Britain White. Donc celui des États-Unis il existe. Il y a plusieurs relais dans la société. Il a été illustré, d'ailleurs ça m'a permis de dire un mot de Bad Bunny. Vous savez, cet artiste dont je ne savais pas qu'il avait je dirais qu'il avait un rayonnement quasi planétaire. Moi, j'ai appris ça récemment. Je connaissais son existence, même si je ne connaissais pas sa discographie, pour tout dire, mais je me suis mis à jour depuis. Il a vraiment, et c'est vraiment un phénomène intéressant. C'est doublement intéressant parce que, pour répondre à la question de monsieur, les premiers à avoir réagi, justement, ce sont des porte-paroles de ces courants conservateurs qui sont très inquiets depuis des décennies d'assister à un phénomène presque pourtant inarrêtable de latino-américanisation de la société américaine. Ça se manifeste comment? Par l'expansion continue de l'espagnol qui gagne pour vraiment partout. Il y a peut-être que la Bible Belt qui est peut-être un peu épargnée, mais sinon les deux côtes, c'est terminé. Vous atterrissez en Floride maintenant, par sa bouche d'entrée qui est Miami. C'est fou, on mettra bientôt les pancartes plutôt en anglais, parce que la langue qui sera parlée, ce sera l'espagnol. C'est un phénomène aussi. Et c'est lié à la migration, tout simplement, de substitution, parce que l'économie américaine a besoin, vous savez que les économistes, ce sont les économistes américains même qui le disent, il faut 4 à 5 millions de migrants illégaux pour faire tourner la machine. Parce que ceux-là ne sont pas déclarés. Undocumented workers, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, ce que le président Trump a pu faire avec ICE, c'est encore une fois pour satisfaire sa clientèle électorale. Mais ça n'entamera pas le volume en stock de migrants non documentés dont l'économie américaine a besoin, et les copains de Trump, passez-moi la manière de le dire ici, ont besoin pour leur business. Donc voilà. Donc, alors Bad Bunny, un mot quand même, c'est intéressant de voir la première fois le halftime du Super Bowl avec un Américain, enfin l'États-Unien, pas l'Américain, mais qui est caribéen, c'est le premier, qui fait tout son show en espagnol et qui, parce que ça ne suffisait pas, à un moment donné, décline « Nous sommes américains, nous sommes latins, nous sommes centra-américains, nous sommes caribéens, nous sommes... » C'est simplement dit que les États-Unis ont confisqué les Amériques, mais les États-Unis ne se réduisent pas aux États-Unis. C'était ça le langage. Et c'était très bien dit. Et j'ai trouvé vraiment rétrograde. Pour ça, il faut se mettre sur Fox News, de voir les commentaires qui sont succédés. Fox News étant la chaîne la plus conservatrice du paysage médiatique aux États-Unis, du matin jusqu'au soir, pour dénoncer ce show et le choix du comité indépendant du Super Bowl qui avait choisi Bad Bunny. Donc, ça montre bien que ce que vous avez décrit, effectivement, existe dans la société américaine. Il y a plusieurs courants. Les plus dangereux sont les courants suprémacistes blancs qui existent. C'est une réalité. Et tout ce monde-là, malheureusement, est capable de fomenter des actions violentes qui n'auront pas un rayonnement à l'échelle nationale de l'ensemble des États-Unis, mais qui peuvent créer des dégâts sur le monde.
Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons une question papier. C'est la suivante. Est-ce que vous pensez que... moi, je vais dire ça aussi. Oui, bien sûr. Ouais, la Société des Nations, comme la Société des Nations a disparu, l'ONU disparaîtra, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et quelles en seraient les conséquences? Alors là, les questions m'exposent de plus en plus. Donc, écoutez, moi, je n'ai aucun facteur, aucun élément mobilisable qui pourrait me faire penser que l'ONU vivrait ces dernières années. Et très franchement, à la fois comme chercheur et comme citoyen, c'est une perspective que je préfère ne pas envisager. En revanche, je suis un militant depuis toujours de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il est inadmissible que, on va dire, 3 des 5 membres permanents, allant jusqu'au bout, disons le nom des pays, le Royaume-Uni, la France et la Russie, en ce moment, puissent avoir un siège permanent. Sans que, je continue ma phrase, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil ne puissent pas en être, par exemple. Alors, à la décharge de notre pays, parce qu'il faut dire les choses le plus objectivement que possible, la France, et c'est avant le président Macron, je pense que la première fois que ça a été proposé comme tel, c'était sous la présidence de François Hollande, a proposé un projet de réforme qui ferait entrer 5 nouveaux membres permanents au Conseil de sécurité. Pourquoi la France a proposé ce projet de réforme? C'est parce que la France était la première menacée dans une perspective de réforme. Donc, il y avait, néanmoins, on l'a quand même fait. La difficulté, c'est qu'il n'y a eu aucun consensus, ni des uns, ni des autres, autour de qui seraient ces 5 pays entrants. Le seul consensus que la France a pu obtenir, c'est que les 5 membres permanents restaient au Conseil. Donc vous voyez que c'est une manière de dire que la réforme n'est pas aujourd'hui. Quant à ce qui a été lancé récemment, très franchement, moi je n'y crois pas du tout. Le conseil du président de la paix du président Trump, il aura la durée du mandat du président Trump, au mieux. Quant à l'alternative, mais qui n'est pas encore sortie des lèvres, que le président Lula a évoqué à un moment donné, elle n'a pas le début d'un commencement, malheureusement. Mais ça aurait pu être effectivement une autre alternative, puisque l'Union européenne est très loin, pour l'instant, d'émerger comme un bloc géopolitique cohérent. Voilà. Donc on est vraiment dans une période, au niveau international, de fluidité, de multipolarité latente, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'alignement et de désalignement, de réalignement des acteurs internationaux qui essaient au mieux de défendre leurs intérêts et de tirer parti pour leur population respective de la conjoncture internationale. Voilà. Bon, je crois que vous êtes tous épuisés, on va peut-être s'arrêter. Alors, il y a Madame le micro, je vais lui laisser la parole, mais juste, je suis obligée quand même de dire que Rihanna était la première qualifiée à performer au Super Bowl. Comme on aime bien la parole, dans la même famille à Berkeley. Et pour le coup, elle n'a pas porté le même message que Bad Bunny. Elle vendait du maquillage ce jour-là. Madame. Oui, je ne me trompe pas, mais il faut me dire, parce qu'il ne faut pas que je refasse l'erreur. Rihanna n'avait pas, elle intervenait dans le show.
mais elle n'était pas libre. Non, c'était son show. C'était son show. D'ailleurs, elle a invité personne. Oui. Avant ça, il y avait eu Gino et Shakira, où en fait, voilà. Alors, c'est d'autant plus dommage qu'elle n'ait pas eu de political statement que la première ministre de la Barbade l'a désignée comme ambassadrice officielle de la Barbade. Donc, il faut le savoir. Et effectivement, Alors, c'est dommage qu'elle n'ait pas porté la voix de son Premier ministre. je pense qu'il n'est pas sur ça. Il voulait avoir du maquillage et montrer qu'elle s'est dansée enceinte. C'est plus ça. Mais je suis d'accord, hein. Je suis vraiment d'accord. Madame? Il n'irait pas jusque-là. Oui, ma question portait surtout sur ce que vous parliez beaucoup de l'importance de l'unité dans la communauté caribéenne, mais sachant que la Martinique dépend de la France, qui, comme on disait, n'a pas forcément l'intérêt ou la motivation de s'investir dans la région, quelle est notre marge de manœuvre, en tout cas, quelle est notre position actuelle par rapport à ce qui se passe dans la Caraïbe? Et, enfin, si on en a déjà, et est-ce que vraiment on a une capacité d'influence sur le pouvoir français qui est normalement, de ce que je crois, porte la voix de la Martinique vraiment à la Caraïbe? Écoutez, pour l'heure, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres circonstances, il n'y a pas matière à panique. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont clairement identifiés comme des territoires sous souveraineté française. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune menace particulière. J'ai coutume de dire de manière triviale, nous n'avons pas de gisement de gaz, de pétrole, de terres rares. Donc, pour l'instant, on n'est pas non plus convoité particulièrement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais la carte à jouer à court terme, c'est que la Martinique prenne toute la place qui lui revient dans le concert caribéen. C'est vraiment le vœu à faire, ne pas rester au stade des adhésions, qui est une première étape nécessaire mais pas suffisante, mais transformer cette pétition de principe en une action politique continue qui puisse apporter une valeur ajoutée à l'action que mènent les autres pays de la Caraïbe depuis la création, par exemple, de l'organisation régionale dans lesquelles ils se retrouvent. C'est le seul vœu que nous puissions faire, c'est que nous soyons de valeur ajoutée pour les autres. Et pour cela, ça suppose que nous nous dotions d'une capacité à faire, c'est-à-dire de savoir-faire technique, avec des recrutements, avec des formations, et qu'on puisse... Il n'est pas normal, et je le dis aussi pour nos élus, que nous ne soyons pas capables de prendre 15 élus au hasard, et je dis ça, je ne parle à personne, pour aller échanger dans les 3 langues les plus répandues dans notre région, n'importe où dans la région. Ça, c'est pas normal. Parce que, adulte ou pas, on peut prendre des cours à n'importe quel âge. Moi, j'ai été affecté en ambassadeur dans un pays hispanophone. J'avais un espagnol très rusty, très brouillé, et en quelques mois, ça revient. Vous savez, quand on a le français et l'italien, enfin, en ce qui nous concerne, ça vient rapidement. Et c'est facile. Quand vous avez l'anglais et l'espagnol dans la Caraïbe, vous pouvez circuler partout. Donc il faut absolument avoir ça, et puis avoir après la diplomatie, c'est un métier aussi, ça prend. Voilà. Et tout le monde, voilà. Voilà. Bon, je suis épuisé, alors merci. Alors, il y a... Je vais demander à notre intervenant s'il est d'accord pour prendre la dernière question. Absolument, Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci aussi pour ce brillant exposé. Il n'a fait que réveiller nos inquiétudes. Hein. Je pense que ce qu'on fait dans la salle, les hypothèses qu'on avait se confirment. Alors, je me demande si les États-Unis ne sont pas en train de se préparer à la renaissance des grands empires, la Russie et la Chine, et est-ce qu'on ne va pas assister à une sorte de tectonique des plaques géopolitiques? Oui, alors, je sais bien que tous les événements que nous vivons depuis quelques années incitent beaucoup à penser que les empires se remettent en place.
Le métier que je fais au quotidien m'incite à la prudence. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne savons pas si ce sont des parenthèses qui s'ouvrent ou si ce sont des mouvements de plus grande ampleur. Il est vraiment trop tôt pour répondre honnêtement à votre question, pour savoir si cela va s'arrêter dans ces termes-là avec l'administration Trump ou si ce sera poursuivi par d'autres administrations qui succéderont. Donc on ne peut pas trop le dire. Mais toujours est-il, ce que je peux affirmer, c'est que la compétition entre la Chine et les États-Unis, elle se poursuivra pendant encore, à mon avis, 2 ou 3 décennies. Et le théâtre principal de cette compétition, ce sera l'Asie-Pacifique. Ça ne bougera pas. Donc, au pire, ce que nous risquons, c'est d'être une zone en voie de déclassement géopolitique. Ça veut dire que ce que nous gagnerons en paix, on le perdra peut-être en investissement économique. La Méditerranée américaine, ça c'est comme la Russie, pas de Rouennais. Pour l'instant, oui, on sent qu'il y a un réinvestissement des États-Unis dans la zone. Mais vous savez, antérieurement, c'était le cas, et puis à un moment donné, il y a eu un engagement qui était massif quand même, puisque la Chine a profité pour pénétrer l'espace. Bon, alors on va finir là. En tout cas, je vous remercie grandement de votre présence. On aura M. Paul Constant qui nous a exposé son savoir pendant cet atelier. J'en profite pour vous dire qu'il y a des livres à dédicacer. Voilà. Puis il y a aussi de beaux t-shirts de la fabrique à voir, qui sont au premier rang. Ensuite, les livres par ici au premier rang. Ensuite, je profite du micro pour vous dire que demain nous recevrons Elisabeth Landy avec une présentation autour de son livre Anticorps contemporain. Voilà. Anticorps contemporain, voilà, ça se passe au tome, c'est à 19h. Ok, c'est pour ça que je pense que c'est à 19h. C'est à 19h au tome. Alors le tome est beaucoup plus petit, hein, donc on a un petit lien d'inscription. Donc inscrivez-vous. Et puis pour ceux et celles qui voudraient, on a une deuxième séance de l'affaire de l'OJAM, de Karim Modouech, qui sera diffusée. Mais en quoi vendredi 6 mars, voilà. Donc vendredi prochain pour la deuxième séance, au tome aussi. Et il faut s'inscrire aussi puisque le tome est plus petit. Ensuite, je remercie grandement l'Université des Antilles qui nous accueille dans cet amphi. Je remercie aussi le CNRS, le FEAC, le laboratoire Pouvoir, Histoire, Esclavage, Environnement Atlantique, Caraïbes, mais aussi existe la revue de Zaka. Voilà. Et puis la fabrique, grâce à qui nous étions tous là. Et enfin, je remercie Zaka et Clément qui ont animé cette discussion et Monsieur Constant, encore une fois, pour ces lumières. Merci à vous. Merci. Passez une bonne soirée. Rentrez bien. Et restez positif, même si les temps sont durs. Voilà. Allez, bonne soirée.